Bonjour, moi c'est Maxence Frenière et moi et mes collègues nous allons vous présenter comment les pratiques de GRH influencent les attitudes et les comportements des employés. On a décidé de se pencher vraiment vers le présentéisme dans le système de santé puisqu'on a trouvé une étude de la FSS-CSN qui parlait grandement de ça, de plus que ça, mais qu'on a décidé vraiment de se pencher à ça parce que le présentéisme est un comportement des employés et qui peut être affecté par soit la gestion en général, mais aussi par la gestion des ressources humaines, évidemment. Donc, on a trouvé que c'était important de définir en premier le présentéisme, c'était quoi. Donc, c'est se présenter au travail avec une raison justifiable de ne pas venir au travail, donc une absence très justifiable. Que ça peut être des raisons comme une maladie, une grande fatigue, un excès de stress, un burn-out précaire, par exemple. Euh, plein de raisons comme ça qui pourraient nous permettre de ne pas venir au travail. Ça engendre une énorme perte de productivité de l'employé, une baisse de sa qualité de travail, puis évidemment une augmentation du risque d'erreur. Donc, dans le système de la santé, une augmentation de... en fait, toutes ces répercussions-là sont très importantes puis peuvent lier à des grosses conséquences. Ça engendre aussi une surcharge de travail pour ses collègues, puisque si on a une perte de productivité, évidemment, il faut que quelqu'un, comme dans le système de la santé, il faut qu'un médecin, par exemple, vienne patcher un peu les erreurs et ou le travail non fait de son collègue. Puis ça aggrave aussi la situation de l'employé en question parce que, par exemple, si on est malade ou on a une grande fatigue, évidemment, la meilleure option est de se reposer. Mais si on ne le fait pas, ben, ça ne nous aide pas nécessairement non plus. Donc, les statistiques qu'on a trouvées intéressantes à présenter, ça regroupe dans le système de la santé, c'est que 74, excusez-moi, des gens ayant participé à l'étude font au moins un jour de présentéisme dans l'année. Donc, c'est énorme. Dans ce 74, excusez-moi encore, de personnes-là, 15% font plus de 20 jours par année, ce qui est encore là énorme dans le système de la santé. Puis ça vient nous donner des répercussions telles que 34 354 journées de travail perdues, 143 emplois à temps complet qui sont perdus, donc 240 478 heures perdues, et une perte financière de 6 841 599 auto-horaires moyens. Donc, si c'est majoritairement des médecins, on a vraiment, le calcul a été fait avec un taux horaire moyen, mais ça pourrait être dans ce 15%-là que des médecins qui font ça. Donc, ça viendrait vraiment augmenter les coûts, ce qui est énorme, ce qu'on trouve justement qui vient vraiment nous choquer. C'est pour ça qu'on a décidé de se présenter vers ça. Il y a plusieurs causes dans une entreprise qui créent le présentéisme. Sûrement l'une des plus présentes dans toutes les entreprises, c'est la surcharge de travail. Donc, un employé va avoir trop de tâches à effectuer d'un coup et des délais des délais pas raisonnables pour toutes les tâches qu'il a effectuées. Ça crée une certaine pression et lui donne un envie de ne pas venir au travail, de simplement pas les effectuer ou encore de déléguer. Une autre pression qu'il peut avoir, c'est de toujours être présent. Alors d'arriver à une certaine heure et de repartir à une certaine heure précise. Euh, L'employé doit avoir un peu une certaine flexibilité. Si on l'encadre trop dans une boîte, il va juste venir quand il le souhaite. Ensuite, il peut avoir peur d'être jugé par ses pairs, donc que ses collègues de travail jugent son travail, dit qu'il travaille mal, ou simplement juste, ça peut être aussi simplement de l'intimidation, du harcèlement. C'est par peur d'être harcelé au travail. Ensuite, ça peut être aussi simplement lié directement à la culture de l'organisation. Donc, les patrons, ils décident d'arriver à l'heure qu'ils veulent ou de partir du travail sans raison valide. Ça fait en sorte que ça affecte directement les corps inférieurs qui vont se dire pourquoi lui il a le droit, pourquoi j'aurais pas le droit. Je vais le faire aussi tant qu'il y aille. Euh, Aussi, euh, une autre cause, c'est le manque de remplacement. Alors, un employé, exemple, il y a un rendez-vous urgent pour sa santé et il est obligé de s'absenter du travail, mais il n'y a personne qui peut venir le remplacer. Donc, vu que il va peser les pour et les contre et bien souvent, il va simplement pas se présenter au travail pour aller à son rendez-vous. Après vous avoir parlé du cas de présentéisme qui se déroule un peu dans le système de santé, on va vous parler des pratiques RH qui pourraient être adoptées pour essayer d'améliorer le sort des employés du système de santé, justement.
Pour commencer, une des pratiques RH les plus importantes pour la satisfaction des employés, c'est l'accueil et l'intégration au tout début. Une bonne accueil puis une bonne intégration des employés va accélérer la courbe d'apprentissage des employés. Ils vont pouvoir être plus productifs plus rapidement, puis c'est juste positif pour l'organisation. Ça va aussi diminuer de leur côté leur anxiété. Ça permet aux employés d'être plus confortables dans leur poste de travail, puis d'accomplir plus de tâches en moins de temps. Puis aussi, ben, ça augmente l'engagement affectif des employés, puisque quand ils savent quoi faire, puis ils ont un but derrière ça, ça va engager les employés à se donner plus au travail, puis au final être plus performants. Puis ben, finalement, un bon accueil et intégration, ça va diminuer le roulement de personnel au sein de l'organisation parce que les employés vont être apportés à aimer leur travail puis à être, vu qu'ils sont engagés, ben, ils veulent rester dans l'organisation pour en donner plus. Puis une des façons pour avoir une intégration et un accueil réussi, c'est de faire des rencontres qu'on appelle 4x3. Fait que c'est de faire. Ce qu'on veut dire par là, c'est de faire des rencontres après l'accueil de l'employé, puis faire des rencontres 3 heures après l'accueil, 3 jours après l'accueil, 3 semaines après l'accueil et 3 mois après l'accueil de l'employé. Tout ça dans le but de s'assurer que l'employé est confortable dans son rôle, qu'il sait quoi faire, qu'il n'y a pas de questionnement sur les tâches qu'il doit accomplir. Puis c'est d'évaluer son état à ces différents moments-là pour assurer une bonne intégration de l'employé. Puis une autre façon aussi, c'est de s'assurer qu'il y a un transfert des compétences et des connaissances qui se fait entre les anciens employés et les nouveaux employés pour s'assurer que le nouvel employé sait exactement quoi faire puis qu'il apprenne directement de la personne qui avait son poste avant lui. Comme ça, on s'assure que l'employé sait faire toutes les tâches de la bonne façon. Puis peut-être il peut changer des façons de faire de la personne qui était là avant lui, mais au moins il sait les bases de son poste à lui. Une autre façon d'améliorer le sort des employés du système de la santé, ce serait de revoir leur organisation du travail. En effet, dans les dernières années, on a remarqué qu'il y a des infirmières qui étaient entre autres forcées de faire du travail supplémentaire. On sait évidemment que ce n'est pas une pratique qui est favorable à la rétention des employés. Il y aurait donc plusieurs mesures à adopter pour améliorer la situation de ces employés-là. Donc d'abord, ce serait de donner de la flexibilité dans les horaires, surtout pour les jeunes familles qui ont des enfants. Ça serait le fait de leur donner de la flexibilité permettrait de mieux concilier travail et famille. Ça réduirait leur stress, puis ça permettrait d'avoir une meilleure rétention des employés. Tout ça dans le but de diminuer la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a actuellement dans ce domaine-là, mais aussi dans plusieurs autres domaines. Une autre mesure, ce serait de donner plus d'autonomie aux employés de la santé. C'est une théorie qu'on a vue dans la théorie de Ackman et Oldham. Puis en donnant plus d'autonomie aux employés, ben, on leur donne plus de tâches, des tâches qui sont plus importantes, puis on leur donne aussi plus de liberté. Ça permet aux employés de pas, comme les infirmières, de ne pas toujours avoir à se rapporter à leurs supérieurs ou à des médecins pour effectuer des tâches. Puis tout ça, ça viendrait permettre de désengorger le système de santé. Il y aurait aussi le fait d'offrir des congés aux employés dans le besoin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des employés, comme on l'a dit plus tôt, qui se présentent au travail, mais qui ne sont pas nécessairement là mentalement. Puis le fait d'offrir des congés à ces personnes-là, ça les aiderait à se rétablir et à revenir plus en forme au travail. Finalement, le soutien à la famille est aussi important. On pourrait donc offrir des garderies près du milieu de travail aux employés. Ça leur réduirait leur stress et permettrait de se concentrer sur leur travail ou de passer du temps avec leur famille en dehors de la famille, mais de ne pas être obligé de stresser, de se trouver des garderies. Puis finalement, ben, d'offrir des espaces de détente et des services sociaux aux employés, c'est une autre pratique qui pourrait susciter leur satisfaction au travail. En offrant des espaces de détente, ben, les employés peuvent passer plus de temps ensemble, avoir des bonnes relations entre eux. Puis les services sociaux ben, sont juste là pour aider les employés dans le besoin qui
qui vont pas là, qui vont pas bien ou qui ont de la fatigue accumulée, leur permettre de parler à des psychologues pour essayer de se rétablir. C'est juste des mesures qui sont optimales pour susciter la satisfaction des employés. Le vouloir d'accomplissement au travail est beaucoup plus élevé lorsqu'un employé se sent en sécurité et en santé au travail. Le gouvernement a créé une loi justement pour atteindre ces points-là. La loi sur la santé et la sécurité au travail. Cette loi-là énumère toutes les responsabilités que l'employeur, l'employé et la CNSST a pour que le milieu de travail soit sain et sécuritaire. L'une des responsabilités de l'employeur est d'informer, former et encadrer les employés de l'entreprise face aux risques et aux dangers liés à leur travail. Tout d'abord, informer les employés, c'est simplement d'afficher les mesures à prendre pour réduire les risques. Donc, simplement une petite affiche qui dit de porter les équipements de protection individuelle lorsqu'on utilise certains appareils. Ensuite, former, c'est simplement de créer des formations pour que les employés connaissent les risques et les mesures à prendre pour les réduire. Ensuite, il faut encadrer les employés. Fait que juste de s'assurer qu'ils connaissent les mesures en place et aussi de féliciter ceux qui les respectent. Parce que lorsqu'on a une petite tape dans le dos, ça donne une certaine envie de poursuivre et d'encourager les autres à le faire, à prendre les mesures aussi. Ensuite, la création d'un comité santé-sécurité permet aux employés d'avoir un impact directement lié à celle-ci au travail. Justement, vu que c'est des employés sur le comité, ça permet aux gestionnaires d'avoir un certain point de vue extérieur, ou pas extérieur, mais direct sur le plancher de les situations vécues. Donc, ça permet d'avoir une certaine collaboration entre les gestionnaires et les employés. En plus de ça, vu que c'est des employés qui font partie du comité, ça crée une certaine confiance vis-à-vis des autres employés. Ils vont plus être portés d'écouter des employés que des gestionnaires. Ensuite, sur la loi à la santé et sécurité au travail, de l'article 58 à 61, on parle du programme de prévention. Un programme de prévention, il doit être spécifique pour l'entreprise parce que chaque entreprise a des risques différents. Donc, il y a 3 étapes pour créer ce plan-là. Tout d'abord, c'est d'évaluer et d'identifier les risques. Ça peut être fait justement grâce à des analystes internes de l'entreprise et des analyses externes de l'entreprise, ou encore avec l'expérience des clients, pas des clients, mais des employés dans l'entreprise. Aussi, on sait qu'il faut éliminer et voir corriger les risques. Donc, on sait qu'on ne peut pas réduire les risques à 0%. Fait que c'est simplement de mettre les mesures préventives et former les employés pour que les risques diminuent le plus possible. Ensuite, il faut simplement vérifier, avoir un certain plan pour vérifier comment si les employés appliquent les mesures qu'on leur a données. Ça peut être fait grâce au comité de santé et sécurité ou encore par des contrôles aléatoires des gestionnaires.